C'est une exposition et un livre qui accompagnent cette exposition, l'un et l'autre intitulé Amazir, au féminin pluriel, sous-titré Cycle, parure, motif, qui est le fruit d'une collaboration, d'un partenariat entre deux institutions, le MUCEM, qui est le musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée à Marseille, et la Fondation Jardin Majorelle, qui ensemble, à l'été 2020, sont convenus de faire au moins deux choses ensemble. La première, ça a été le chantier des collections, qui en langage muséographique veut dire grosso modo l'inventaire et le récollement de nos collections dans le musée Pierre Berger des Arts Berbères, grâce à l'expertise d'une maison comme le MUCEM qui a, je crois, plus d'1 million, 1,3 million d'objets dans ses collections, donc une capacité à gérer de grands nombres d'objets. Nous, c'est plus modeste, on avait besoin de leur aide pour le faire. Et puis le deuxième volet de cette convention, c'était de s'échanger des expositions. Vous savez peut-être qu'en septembre 2022, on avait accueilli une exposition intitulée Théophile Jean Delay, qui est un cartographe, géographe, Rochassé et les compléments suivent, qui a beaucoup opéré au Maroc durant la première moitié du XXe siècle. Cette expo elle a été conçue par le MUCEM, mais produite, réalisée ici dans la galerie temporaire du musée. 3 ans plus tard, c'est un peu le match retour. C'est Salima qui, à notre invitation, a conçu une exposition à Mazir et dirigé l'ouvrage qui l'accompagne à partir des collections qui sont ici, mais en dialogue avec les collections du MUCEM et d'autres collections de France, des îles Canaries et d'ailleurs. Je souligne au passage la présence d'une personne qui était là pour le vernissage en 2022, qui est là pour le finissage en 2025, qui est Mickaël Mohamed, qui est le responsable des relations internationales au MUCEM et qui nous fait l'amitié d'être là au début et aussi à la fin des projets. Donc merci Mickaël. Vous dire aussi, j'ai une note ici, je pense que c'est pas tout, qu'on n'avait peut-être pas besoin de présenter Salima devant un public marocain, et pas seulement marocain, mais quand même. Salima, vous le savez, est architecte et anthropologue. Elle a aussi été membre du comité scientifique avec le professeur Ahmed Skounti, connu aussi à Marrakech, mais aussi dans le reste du royaume. Et puis avec Christophe Martin, qui était le scénographe du musée Pierre Berger des Arts Berbères, et surtout le conservateur et l'ancien directeur, mon prédécesseur, Léon Damstrom, qui ensemble tous ont assuré la préfiguration du musée Pierre Berger des Arts Berbères. Aussi, pour vous dire que Salima est commissaire de l'exposition et directrice de l'ouvrage, je l'ai dit, mais surtout ce qui nous a semblé juste d'inviter Salima à penser cet ouvrage et penser cette exposition, c'est parce que Salima est une femme de terrain, une femme d'action et surtout de conviction, pas encore, vous verrez que c'est un moindre mot, c'est vraiment le cas, et surtout Salima est légitime dans le sens où elle habite depuis 2008 dans le sud du Maroc, elle y travaille, mais pas seulement dans le sud du Maroc, dans l'ensemble du royaume et au-delà du royaume. Et donc ça nous semblait la personne idoine, idéale, avec qui penser ce projet et le réaliser grâce au MUCEM. On a pensé cette soirée en 3 mouvements. D'abord une présentation sur le comment et le pourquoi de ce projet, que Salima fera, puis un temps d'échange avec vous, le public, si vous le souhaitez, et enfin, dans le foyer, un verre à la main, si possible, un rafraîchissement à la main, et dans la main droite ou la main gauche, ce catalogue, cette publication que vous pouvez faire signer par Salima, qui a gentiment accepté de faire tout ça ce soir. Voilà. Peut-être dernière chose, merci d'éteindre vos téléphones portables, c'est pour le confort de tous, à commencer par celui de Salima et de vos voisins et voisines, et de réserver à Salima un chaleureux accueil. Merci Salima. Merci Alexis. Alors j'ai préparé cette conférence, je me disais, mais par où, par quoi je vais commencer? Et en fait, très vite, après l'évocation féerique de la soirée d'inauguration avec Oum, en présence de l'ensemble de tous ceux qui ont permis de faire la belle ouvrage qui est l'exposition, je me suis dit, ok, ça a été une façon de balayer. Je vais un peu vous présenter d'abord la jeunesse de la collection de ce lieu qui est ici quand même. Ça me paraît évident. Et puis ensuite, je vais picorer, on va dire,
parce qu'en fait, c'est un moment très dense, ce catalogue. C'est finalement 30 ans de réflexion sur une question qui fait partie de mes premiers travaux de troisième cycle sur la reconnaissance à l'époque on disait la berbérité, ou d'un art berbère autonome. Et donc, c'est extrêmement important d'avoir là un ensemble de rédacteurs. Donc, Ahmed Skounti, ça a été dit, Alexis, naturellement, David Gury, Myriam Nagy, je vais expliquer les choses au fur et à mesure, Marc Brevleri, Mohamed Mouskit, qui est là, je crois, ce soir, c'est Mohamed. Es-tu là? Voilà. Merci. Mariam Barrada autour du travail de Amina Agazner. Et donc, c'était extrêmement important que vous ayez d'entrée de jeu cette vision globale et cette histoire du musée. Parce que comment ne pas par le commencement? C'est-à-dire qu'au fond, aujourd'hui, tout le monde veut faire son musée, tout le monde a sa collection, mais tout le monde ne sait pas que ça se construit sur la longue durée, que c'est un travail en soi, et qu'après, il y a un certain nombre de personnes attentives à l'histoire de ces collections. Et au fond, au final, pourquoi deux hommes épris d'une ville, d'une culture, d'un territoire, vont venir construire l'écrin d'un rêve aujourd'hui par nous tous? Parce que je crois qu'aujourd'hui, on est tous amoureux des musées, on y passe un temps énorme, il y en a de plus en plus, y compris dans le royaume qui se déploie, et finalement Pierre Berger avait anticipé, mais il avait été très attentif, et c'est pour ça que ce musée est extrêmement intéressant, il avait été extrêmement attentif à un processus de démocratisation qui avait été installé par Hassan II, et qui a été prolongé par son fils, le souverain, et qui, avec le discours d'Ajdir jusqu'à la constitution de 2011, va parler de ces questions de composantes amazighes, de plurilinguisme, de aussi culturalité et de civilisation que nous brassons dans le royaume. Et donc ces questions-là, elles sont au cœur du musée tel qu'il va être construit, va progressivement être abandonnée cette idée d'un musée d'art arabe ou arabo-andalou, on peut l'appeler comme on a envie, et progressivement il va être remplacé par le fruit d'une rencontre. C'est Sarah à Simon-Pinson, la grande dame, qui va rencontrer Pierre Berger, à qui elle va confier la collection en disant « Je ne veux rien changer, je ne veux pas qu'on transforme, c'est une collection berbère ». Et elle, à 15 ans, elle avait choisi de porter les fibules. Le tremblement de terre passe par là, à Agadir, elle est native d'Agadir, donc la perte des êtres chers, et le fait qu'on se projette et on construit. Donc cette question-là, Sarah l'avait complètement en elle, et elle a voulu léguer tout ça en se disant « Je lègue aussi une passion, des objets qui étaient dans mon quotidien, qui étaient chez moi, dont mes enfants ne veulent peut-être pas, mais qui finalement ont besoin d'être là à ce moment-ci ». Donc on est là en 2012, 2011, 2012, et là il y a l'exposition telle que Christophe Martin, avec Björn, ça a été dit, vont le construire. Et en fait, Sarah, elle est juive, on le sait tous, elle redécouvre ses racines à partir de cette pensée aux routes, aux mines, à Qa, l'or, hein, l'argent, le plomb, on pense au Sirois, au Jbel Beni, à ces anciennes villes médiévales de Nilamta, de Tandouaka, Sijimessa, où il y avait à chaque fois, pour battre la monnaie, il y avait évidemment des mines, et ces mines faisaient en sorte qu'on ait aussi d'une main la partie qui faisait le marchand et la marchandisation et les routes commerciales, et de l'autre les parures, et nous en parlerons parce que c'est plus que des parures. Et les 3000 pièces aujourd'hui que possède le musée sont à ce moment-là mortes, elles sont dans un entrepôt en région parisienne, et Christophe Martin va essayer de réfléchir avec Björn Dahlström et avec Sarah, et bien sûr en dialogue avec Pierre Berger, pour se dire comment on fait. Il me disait
la nuit des oasis, c'est vrai que quand on est dans une oasis, on est transporté. Il a voulu garder cette féerie et il a voulu aussi qu'on ait une vision d'un ensemble de tribus et avec à chaque fois des spécificités. Je crois que toutes ces questions qui sont revenues dans le catalogue Femmes berbères et qui ensuite ont été extrêmement copiées, moi j'ai vu dans tout, à Doha, en Arabie Saoudite, partout, des expos sur les bijoux ou sur le Maroc évidemment, où on avait copié la scénographie magnifique de Christophe et cette façon dont il avait donné un écrin, finalement classé, anobli, quelque chose qui était jusqu'alors assez méprisé, esthétisé, et il va à ce moment-là, voilà, le musée va connaître un très grand succès, et en même temps, tout à coup, les gens vont se dire, tiens, mais alors, cette partie de nous-mêmes, elle a aussi une immense valeur, et on va se mettre à parler amazighéité plus facilement qu'auparavant. Et 15 ans après, donc, Alexis me propose de réfléchir à qu'est-ce qu'on fait de ce musée 15 ans après. Qu'est-ce qu'on fait d'une réflexion? Pourquoi ne pas continuer à réfléchir? Et donc c'est un petit peu ce dont je vais vous parler en revenant sur toutes ces références que vous connaissez nécessairement, où vous allez voir une chose qui est frappante, c'est qu'on assiste à une forme de démembrement. On assiste à des bijoux qui sont plus vus dans un tout autour d'une parure, mais on a la fibule, le bracelet, etc., qui sont finalement pris en soi comme des objets. Et il va y avoir comme ça tout un travail autour de tous ces pays, en anglais, en espagnol, enfin dans toutes les langues, en français beaucoup. Et finalement, on va à cette idée que la parure, eh bien, elle est vraiment à part et elle est prélevée dans un ensemble. Alors que la parure africaine, et c'était vraiment cette question, c'était des parures de tête, c'était les cheveux, c'était le visage, c'était le hakous, c'était le henné, c'était un ensemble de choses qui venaient travailler, comme on le voit sur ces magnifiques dessins de Morin Barbe, qui, elles, dessinent parce que les femmes refusent, notamment les Shelfa, de Siché Jemnassa, elles refusent, ou de Rissani, plus proprement parler, elles refusent de se faire photographier. Il va falloir attendre peut-être 10 ans d'amitié, 15 ans, avant qu'elles acceptent la photographie. Et nous avons eu, pour notre plus grand bonheur, vous le voyez à gauche, l'histoire de ces postiches, l'histoire du fait qu'on fait des coiffures qui sont vraiment travaillées, qui forment un tout, et qui forment un tout avec les bijoux. Et dans l'image de Freddy Ribalorti, qui a une collection fantastique de photographies de femmes de l'anti-atlas qu'il a photographiées entre, disons, 2000 jusqu'à 2018 quand il nous quitte, eh bien, on a les mêmes parures, les mêmes coiffures et la même vitalité. Moi, je ne voulais pas qu'on ait l'idée que c'est complètement mort, que ça n'existe plus. Je voulais qu'on reparte de cette exposition en se disant c'est un art qui traverse comme ça les siècles, les millénaires, qui a une écriture singulière, qui a une façon de faire tout à fait extraordinaire et comme je vous le disais, qui se retrouve, regardez le henna comment elle est placée, regardez les bijoux comment elle les porte. Et elle, cette grande dame, la Klilouj, qui vient de Tamanart, elle avait aussi le wad d'une des grandes zaouïas, c'est une femme, et elle avait aussi tous ces bijoux qui faisaient partie d'elle. Et donc, c'est très important de voir comment, à la colonisation, on est dans un hors-sol, on est dans un hors-contexte, on est dans ce dépecement d'une culture, et puis finalement, on est dans une perte de mémoire parce que ceux qui vont faire ensuite des notices 30 ans après, 40 ans après, seront déconnectés de ce qui a été là pour donner à comprendre des sociétés complexes. Donc il faut faire à la fois un geste de remerciement vers tout ce travail qui a été fait au moment de la colonisation et en même temps faire un pas de côté en se disant tout de même reprenons ce qui fait qu'aujourd'hui on peut considérer que c'est une reconnaissance, on peut accepter certaines choses,
On a surtout des archives extrêmement fantastiques, précises, qui n'ont pas été... on n'a pas de travaux équivalents pour le moment. Et en même temps, regardons-nous dans ce qui fait ce qu'on est. Et donc la Tamazra va surgir comme un des concepts aussi de cette exposition, en disant, voilà, cette culture aujourd'hui, elle vient d'une écriture lointaine qui nous réunit sur un ensemble de pays qu'aujourd'hui certaines frontières séparent. Cette écriture, elle a pu être explicitée, et dans le catalogue, il y a un très très beau texte de Ahmed Skounti qui est un très grand spécialiste de ces questions-là, et qui nous a fait l'amitié d'un texte, et qui nous a aussi aidé à réfléchir à cette carte que vous voyez, parce qu'on a tous les paliers, on a les pays, et puis vous le voyez, on n'a pas de frontières, parce que justement, une langue n'a pas de frontières, elle ne s'arrête pas à un checkpoint. Une langue, elle avance. Et ce qui nous intéresse finalement, c'est de voir comment la Tamazra, elle va se déplacer vers finalement le monde occidental. Et on a aujourd'hui dans la diaspora un certain nombre d'entités, à Paris, en Belgique, à Marseille bien évidemment, et dans d'autres lieux que vous voyez, et on a les Canaries. Les Canaries, où je vais m'arrêter un instant, et juste dire qu'il y a dans l'ouvrage que je présente on va dire, plutôt des occurrences de Tashrihi, parce que Rachid, qui est ici, Rachid Wadli, qui m'a aidé à faire un certain nombre de recherches pour notamment les bons mots qu'on a ensuite rediscuté avec Ahmed Skounti, et parfois aussi avec Mohamed Mouskit, naturellement, notamment ses textes à lui, j'ai choisi plutôt la partie Tashlihite où j'habite, mais parce que je pense que c'est une des régions, moi j'habite Tiznit, mais je pense que toute cette région, Aqqa, etc., sont vraiment des lieux où il y a cette vitalité, où on ne peut pas dire, mais où il y a un risque de folklorisation. Ça, c'est le grand danger, c'est de faire vraiment mettre sous cloche, déguiser des gens, leur dire « allez, tu bouges pas », et faire un espèce de business qui serait déconnecté de tout ça. Et puis, je vous disais, on a cette terre africaine, la Mazir méconnue, et Ifri, vous savez, Ifri qui a donné Afrique, Ifri, c'est la grotte, tout le monde le sait ici, mais Ifri, Ifriqiya, ça a été aussi une déesse, donc c'est un mot qui vraiment traverse et qu'on emploie beaucoup encore aujourd'hui dans notre langue amazigh, et qui est très belle. Et il y avait des rites de l'Antiquité, puisque les peuples de berbères vont venir aux côtes africaines et vont aller aux Canaries, qui était une terre vierge, et il va y avoir un certain nombre de moments de colonisation de ces terres, notamment par Ptolémée, par Juba II, par tous ces grands empereurs romanisés qui sont berbères et qui ont envie de développer le pourpre à travers le murex. Vous savez, c'est ce coquillage qui donne la pourpre. Et à l'époque, la pourpre, jusqu'à des dates assez récentes, la pourpre est plus chère que l'or. C'est l'un des ingrédients les plus chers qui soit pour teindre. C'est pour ça qu'ensuite on a eu ces toges, d'abord des grands empereurs et ensuite des cardinaux de l'Église catholique, etc. jusqu'à nous. Chacun a en tête un certain nombre de tableaux où on voit ce rouge pourpre justement très puissant qui nous venait de ce commerce et qui explique qu'il y ait eu aussi des liens entre l'ensemble de ces territoires, parce que souvent on mettait dans du miel et on allait ensuite sur la terre continentale, s'occuper à nouveau de traiter le pourpre qui nécessitait énormément de travail. Et donc on a aux Canaries des grottes avec des fibules, vous voyez, avec des fibules gravées en bas. C'est des fibules plutôt du Dra. En haut, c'est des fibules des Canaries. Donc on a comme ça toutes ces inscriptions, tous ces procédés aussi, où on va travailler la pierre, les bois, avec la même idée. Je vous renvoie donc au texte de Ahmed. Et puis moi, je fais un long texte sur la question de cette reconnaissance, sur la question de la femme, où on nous a fait le bonheur d'être là pour l'inauguration. Et c'est vrai qu'elle incarne
vraiment cette à la fois modernité ancrée dans des territoires multiples, et puis d'autres figures, vous voyez, on les retrouve, qui sont finalement toutes ces dames qui m'ont expliqué à moi beaucoup de choses, comme on y reviendra, à Emin Zatzelt, le fameux Abra et ses motifs. Alors, je fais une parenthèse sur l'ensemble des travaux que j'ai faits, parce que souvent on a la tendance à mettre chaque chose dans une boîte, alors qu'on ne peut pas mettre une culture dans une boîte et que tout est vraiment en lien. Et donc, quand vous travaillez sur les motifs qui sont sur les façades, quand vous travaillez sur l'oculi, le petit œil qui éclaire une maison, ou quand vous travaillez à restaurer ces ensembles absolument extraordinaires qui sont dans ces territoires, vous avez un premier souci qui est de ne pas faire disparaître les objets et les artefacts que nous rencontrons, les portes, etc. Et je vais terminer avec cette idée et ouvrir sur le travail qu'a fait ma sœur Myriam Nagy avec le British Museum sur ces questions-là de disparition. Il n'est pas question, quand on restaure et quand on s'assure que tout reste à sa place avec les personnes, pour les communautés et pour sauver des sites absolument éblouissants, il n'est pas question d'emporter avec soi ne serait-ce qu'une petite patrie, mais au contraire de tout laisser en l'état et d'expliquer aux Malines, d'expliquer aux enfants, d'expliquer à tout le monde combien ce patrimoine est précieux et combien il fait partie de nous et combien il est aussi immatériel. C'est-à-dire que des techniques constructives, des techniques de tissage, des techniques juste de faire humain, des techniques à la fois de préparation du quotidien, avec tout ce qui est d'ordre préparatoire de la nourriture, etc., eh bien c'est pareil. Alors on le voit mieux avec l'architecture, mais c'est aussi ça. C'est-à-dire que l'idée, à chaque fois, c'était pas de s'occuper d'un élément, mais c'était de considérer toute une culture dans sa diversité, dans sa richesse et dans sa puissance, on va dire, créatrice pour faire des références à de grands noms de la philosophie, de l'esthétique. En tous les cas, à chaque fois, vous le voyez, il s'agit de garder des territoires, une pensée, un art, des figures, des façons des rapports au monde très particuliers. Et finalement, ces figures féminines, ces déesses mères, on en a très peu. On a très peu dans nos collections. Il y en a aux Canaries, dans ce fameux musée extraordinaire de Gran Canaria, où on a ces objets. Alors, ils ne peuvent pas toujours voyager, mais ils sont, regardez le nombril, comme il est fait, regardez le corps, regardez la tête, et c'est une céramique. Donc, c'est quelque chose qui a été extrêmement travaillé. Il y en a plusieurs, ils en ont trouvé énormément. À ma connaissance, en Algérie, il y en a aussi 2. En Tunisie, il y en a très peu. Il y a les Tanites qu'on connaît. Mais en dehors de ces grandes figures dont le Louvre d'ailleurs accueille une collection, on a très très peu de figurines qui représentent au Maroc, en tous les cas dans nos collections, la femme par excellence. Donc je n'ai pas résisté à mettre aussi la Kala, une vraie méditerranéenne, dont les bijoux ressemblent tellement à nos bijoux. La dame d'Elche, qui a les mêmes types de parures que nous avons vues tout à l'heure, et d'autres figurines qui ont fait partie vraiment de nous et de ce cercle protecteur dont il est question. Et donc je pense qu'il est important pour nous tous de traverser comme ça cette culture avec des figures féminines. Et moi je sais que dans mon travail j'ai rencontré des femmes extraordinaires qui sont des modèles de réflexion sur ma propre vie. Et puis avec des concepts. Je pense que le concept le plus fort, bon, le concept de cercle protecteur, c'est le concept le plus fort, mais le concept de l'œil de l'envie, le hesed, on dit nous beaucoup le hesed, il est très puissant, il est sur la rime, il est sur un certain nombre de choses, mais l'œil de l'envie,
c'est quelque chose qu'on connaît tous. Et moi, quand j'ai fait mes travaux, j'avais une vingtaine d'années, et puis maintenant j'en faut multiplier par 2, enfin un peu plus, et on se rend compte qu'on est toujours là-dedans. C'est-à-dire, attention, il ne faut pas trop développer ceci. Tiens, on choisit une photo de toi, t'es moche. C'est mieux si t'es moche sur la photo là, du journal. Comme ça, mardi, j'ai les classades. Voilà, des petites choses marrantes comme ça qui viennent, et puis des choses moins marrantes qu'on connaît tous, qu'on vit au quotidien, qui sont universelles. Eh bien, elles sont au cœur de ces sociétés. Et elles sont au cœur de ces sociétés. On a vu les greniers tout à l'heure, les greniers collectifs, mais on sait que c'était vraiment cette idée de conserver face à l'aléa, voilà, aujourd'hui on a un frigo, on ouvre, on va dans un supermarché, là, mais que faisaient nos ancêtres? Ils n'avaient rien pratiquement. Ils ne savaient pas quand viendrait la prochaine récolte, quand viendrait la prochaine pluie. Donc ils faisaient extrêmement attention, ils faisaient attention à chacun des gestes au quotidien pour éviter une intention malfaisante. Quelque chose qui viendra détruire le bonheur du foyer. Un bonheur comme ça, incertain, on le sait tous, le bonheur il est là, et puis tout d'un coup il peut disparaître. Alors on a mis dans cette magnifique exposition, qui a eu je crois 100 000 visiteurs, avec des gens qui pleuraient, enfin on a assisté au tout début, d'autres gens qui nous disaient mais en fait notre culture elle est belle, en fait c'est tellement riche, oh, je ne savais pas qu'il y avait ça, ou bien les guides, les hommes de la sécurité qui faisaient le guide pour expliquer aux gens, voilà, ça c'est ceci, ça vient de tel pays, moi je suis originaire de tel endroit, oui, ma mère et ma grand-mère, elles ont toujours fait ça, etc. Et puis vous voyez, entre ce décor kabyle que j'ai redessiné, puisque c'était très difficile d'avoir les droits sur les photos, et puis ce très beau tapis qui appartient à la collection ici, c'est les mêmes motifs. Or, c'est loin, mais c'est les mêmes techniques. Cette porte que vous voyez de l'autre côté, qui est extrêmement intéressante, elles ont les mêmes portes aux Canaries. On a les mêmes portes un peu partout avec ces fameux crapaudines qui permettent d'avoir d'un seul tenant une porte, un linteau et une façon de fermer. On aperçoit ces fameuses serrures et on y revient avec les hydrarines d'Imitatel dont j'ai déjà parlé. Et puis les tatouages, on reviendra sur ça. Vous avez quelques images de films aussi. Alors je vais faire notamment le film de la fabrication d'un fibule avec les filigranes de Marie-Rose Rabaté à Tiznit, où il y a dans le catalogue un très beau texte de David sur la question d'Amélie, sur la question de la marchandisation de ces bijoux. Pourquoi ça s'est fait dans les années 70 et pourquoi pas après, et pourquoi aujourd'hui il y a cet engouement. Et puis, vous le voyez, des techniques de serrure qui ne peuvent pas vous étonner compte tenu de tout ce qu'on dit. Et puis, les hydrarines. Les hydrarines, moi j'ai travaillé dessus pendant quelques années, et ça fait l'objet d'un commerce, on va dire, on appelle ça de l'art d'aéroport. Les hydrarines, ils sont extrêmement intéressants parce que c'est un voile extrêmement travaillé que fait la jeune fille avec de la laine ou de la soie sur de la laine, du coton, ça dépend. Et ensuite, ce voile, qui est le voile de mariée, il va être placé sur la tête au niveau de Eliour, qui est ce cercle, la lune, ce cercle ici, puis il va être remonté et on ne le verra plus. Ensuite, la jeune fille va être entourée de tout un tas de voiles. C'est un voile de protection, fabriqué par elle, évidemment, et c'est un voile qui signifie vraiment, qui incarne l'idée du cycle féminin. Le titre de cette exposition, c'est vraiment parure, cycle, motif, c'est-à-dire comment on va avoir des rituels qui vont façonner la vie d'une jeune fille qui va se marier, qui va avoir des enfants, et qui ensuite va elle-même transmettre. On est sur ce cycle de l'éternel retour, autour de rituels et de façons d'orner. Alors avec le henna, elles prennent tirbaïn. Tirbaïn, c'est juste, on en a vu tout à l'heure, cette espèce de grande louche qui sert à prendre, à prélever dans le grenier et qui sert à ne prendre que ce dont on a besoin dans la maison chaque jour, pas trop, ni trop peu, ni pas assez. C'est vraiment la question du grenier collectif. Alors il est posé là, et puis il va y avoir le cercle, qui est, vous le voyez, qui est vide, et derrière c'est la
Serut Tisura. Donc c'est vraiment cette question de la nuit de noces avec une jeune fille et la visite et le fait qu'ensuite il va y avoir une union qui devra être fertile et il faudra qu'elle enfante et qu'elle ait des enfants. Donc je pense que c'est extrêmement important, avec très peu de choses, de se rendre compte qu'il y a à la fois la question du destin d'une femme, deux femmes au pluriel, la question de façon de dessiner, d'œuvrer, d'orner, et cette question du cercle protecteur qu'on retrouve dans d'autres contrées pas si lointaines, où il va y avoir évidemment aussi ce même travail avec un spa, avec le fameux tissage et avec cette alchimie extraordinaire des jeunes filles qui vont aller compter, et elles comptent vraiment. Elles sont des mathématiciennes, elles comptent et elles font comme ça une virtuosité de schéma pour sortir le dessin. Alors ma sœur, qui a fait une thèse d'anthropologie également à la SOAS à Londres, a beaucoup travaillé dans le Sirois et elle a eu, par le British Museum, je vous le disais tout à l'heure, ils lui ont demandé d'aller non plus faire ce que d'autres missions faisaient autrefois, prélever et repartir avec, mais avec une dimension beaucoup plus constructive et beaucoup plus intéressante pour notre époque, qui n'est pas une époque qui va voler une culture, mais qui va au contraire être dans un rapport d'estime et de redécouverte. Il est demandé donc à un certain nombre de chercheurs dans le monde, et c'est accessible très facilement, je n'ai pas mis les films, mais vous pouvez très facilement aller chercher ça. Elle s'est attachée à un ensemble de pratiques liées au tissage, je crois qu'elle en a répertorié 6 ou 7, autour de choses très précieuses, autour de femmes qui continuent à le faire, mais jusqu'à quand, on ne sait pas. Et l'idée c'est, on filme, on retrace, on documente, et ensuite on laisse à ces dames, et on fait tout un travail pour qu'elles aient conscience de la valeur de ce patrimoine. Et si on peut, on initie des réseaux de protection avec les pouvoirs locaux. Donc c'est vraiment ce qui était au cœur de ces idées. Et une chose très importante, c'est pour ça que j'ai voulu qu'il y ait un métier à tresser, un vrai, dans l'exposition, c'est que le métier à tisser, il est vivant. Il est vivant, on le traite comme un être vivant. Et le tapis aussi, c'est un animal, il est vivant, on le monte, et quand il va être terminé, on va faire un certain nombre de prières de protection, et puis on va faire mon piano, et on va le découper, l'enlever. Donc c'est vraiment cette question de la nuit de noces avec une jeune fille et la visite et le fait qu'ensuite il va y avoir une union qui devra être fertile et il faudra qu'elle enfante et qu'elle ait des enfants. Donc je pense que c'est extrêmement important, avec très peu de choses, de se rendre compte qu'il y a à la fois la question du destin d'une femme, deux femmes au pluriel, la question de façon de dessiner, d'œuvrer, d'orner, et cette question du cercle protecteur qu'on retrouve dans d'autres contrées pas si lointaines, où il va y avoir évidemment aussi ce même travail avec un spa, avec le fameux tissage et avec cette alchimie extraordinaire des jeunes filles qui vont aller compter, et elles comptent vraiment. Elles sont des mathématiciennes, elles comptent et elles font comme ça une virtuosité de schéma pour sortir le dessin. Alors ma sœur, qui a fait une thèse d'anthropologie également à la SOAS à Londres, a beaucoup travaillé dans le Sirois, et elle a eu, par le British Museum, je vous le disais tout à l'heure, ils lui ont demandé d'aller non plus faire ce que d'autres missions faisaient autrefois, prélever et repartir avec, mais avec une dimension beaucoup plus constructive et beaucoup plus intéressante pour notre époque, qui n'est pas une époque qui va voler une culture, mais qui va au contraire être dans un rapport d'estime et de redécouverte. Il est demandé donc à un certain nombre de chercheurs dans le monde, et c'est accessible très facilement, je n'ai pas mis les films, mais vous pouvez très facilement aller chercher ça. Elle s'est attachée à un ensemble de pratiques liées au tissage, je crois qu'elle en a répertorié
6 ou 7, autour de choses très précieuses, autour de femmes qui continuent à le faire, mais jusqu'à quand, on ne sait pas. Et l'idée c'est, on filme, on retrace, on documente, et ensuite on laisse à ces dames, et on fait tout un travail pour qu'elles aient conscience de la valeur de ce patrimoine. Et si on peut, on initie des réseaux de protection avec les pouvoirs locaux. Donc c'est vraiment ce qui était au cœur de ces idées. Et une chose très importante, c'est pour ça que j'ai voulu qu'il y ait un métier à tresser, un vrai, dans l'exposition, c'est que le métier à tisser, il est vivant. Il est vivant, on le traite comme un être vivant. Et le tapis aussi, hein, c'est un même mot, il est vivant, on le monte, et quand il va être terminé, on va faire un certain nombre de prières de protection, et puis on va faire monte mon canin, et on va le découper, l'enlever, et ça vit, mais là il sera plus vivant. Et donc ces questions de la laine vivante, de la baraka, du blé qui lui aussi bouge, et tous les gens qui ont lavé du blé dans leur vie le savent, le blé fait en séchant une espèce de petite musique, etc. Toute cette question d'avoir les vivants autour de soi, de ne pas se considérer tout seul au monde, mais plutôt en relation avec d'autres personnes, d'autres entités, d'autres plantes, c'est exactement ce que résume le rapport au métier à tisser, le rapport à toutes ces questions-là. Et c'est ce qui est au cœur aussi de cette exposition et au cœur d'un certain nombre de films, dont le film qui a été fait par Marc Breveri et Mohamed Mouskit ici présent. Je vous renvoie pour tout ça à l'intérieur du catalogue, hein, vous en voyez, à la question de la fiancée à ce texte magnifique, au fait qu'on ait voulu vraiment montrer comment les tarnjas sont toujours utilisés. Moi, j'habite une rue où j'ai Bafapé, une des doyennes de la rue, qui, quand il y a des années de sécheresse trop prononcées, comme ces dernières années, elle sort avec une petite cuillère habillée, et elle va chanter en parlant de Ararda, je me souviens, et de tout un tas de choses. Et on a donc un texte sur Face aux aléas, et ce film de Marc donc, et de Mohamed. Ces textes aussi qui ont été répertoriés à 500 km l'un de l'autre, et pourtant ils sont toujours là. Et puis, vous le voyez, d'autres façons de faire, les ceintures, on ne va pas y passer la soirée, mais on est sur des champs de fertilité, avec un rapport au monde, comme je vous le disais, extrêmement important, où entre soigner, nourrir et protéger, eh bien, le même mot finalement va être au cœur des systèmes culturels et des façons de voir le monde. Et on a des portraits comme cette grande dame qui va à la fois expliquer comment elle ne prélève que ce qu'il faut, comment elle demande aux plantes, comment s'il n'a pas plu, elle ne va pas couper, comment elle ne prend que si on lui dit aussi qu'on pourra faire en sorte de accepter qu'elle vienne prélever. Et donc là, vous avez plutôt, dans cette relation écologique au monde, des réminiscences des premières gerbes, et vous avez aussi toute cette question où on ne vient pas comme ça dans le monde tout prendre, mais où on essaie de dire « Ok, je vais prendre ça, je ne vais pas tout prendre, je vais prendre ça. » Et tous les gens qui sont allés dans les montagnes, on mange, on te donne, on donnera autant qu'on peut, on ne mangera pas plus, on donnera que ce qu'il faut. Cette question de la juste mesure, qui est au cœur aussi de l'ensemble des systèmes esthétiques et constructifs, architecturaux, elle est aussi, et ça on l'a compris quand on a la chance d'être allé dans les musées des Canaries, il y avait l'Anat qui appartient au Niger tout en haut, et puis il y avait l'Anat, l'autre natte qui venait des Canaries et qui nous ont, vous voyez, à droite, à gauche en bas, qui nous a été prêtée. Et donc au fond, dans les Canaries, on a cette dernière demeure, puisqu'ils ont des momies qui sont emmitouflées dans une natte, et il y avait ce travail extrêmement important d'un tissage qui entourait le monde. Et au fond,
cette question du cycle, on le retrouve évidemment, mais on le retrouve évidemment tout le temps. Donc voilà, je vous en parle. Si vous allez toujours dans ce même musée, mais aussi ceux de Tenerife, on a aussi des chocs émotionnels parce que ce sont des choses qui sont extrêmement bien conservées. On ne les a pas ici. Il n'y a pas eu ce travail de conservation parce qu'il n'y avait pas des grottes, parce que c'est pas la même histoire, ce serait trop long d'expliciter. Mais par contre, on a des techniques similaires, parfois extrêmement raffinées et parfois extrêmement intéressantes à montrer. Alors je vais avancer sur la question du tatouage par la figure de Mohamed Sijilmassi. Abdeslam Sijilmassi, son fils, m'avait fait l'amitié il y a très longtemps, peut-être maintenant presque 20 ans, de consulter les archives de son père. Et j'avais été frappée. Alors son père, il est médecin hein, pour la Sokumar, et il va découvrir que les femmes qui viennent le voir sont voilà, ornées de motifs absolument magnifiques. Et il va se mettre à photographier, à décalquer. Et ensuite, avec Ahmed Hariri, qui est un architecte connu à Casa, qui est décédé depuis, mais qui m'avait raconté, ils mettent sur comme si on fait un plan, et c'est ce qu'on a présenté. On a montré la diversité d'un travail qui venait pour partir, on va dire, d'un terrain, d'un médecin, et qui arrive à un collectionneur d'art qui tout d'un coup va se réfléchir à ces questions et va les conserver. Et va ensuite faire ce grand texte des arts traditionnels qui paraissent en 74, en 73 va paraître son premier ouvrage sur l'art contemporain, à un moment, c'est pour ça qu'on a mis Belkahia, un des années où on réinvente l'écriture marocaine, qui on est, qu'est-ce que signifie un berbère, que signifie être marocain, pourquoi nous n'avons pas de techniques et de traditions picturales comme en Europe, mais nous avons d'autres traditions picturales. Mais si, nous avons parfois des gravures rupestres, très peu, à l'époque on n'en connaît pas, elles sont découvertes depuis peu, et nous avons aussi sur le cuir un certain nombre de choses. Et donc, Farid Belkahia était là aussi comme ombre tutélaire de notre exposition pour montrer ces années extraordinaires de recherche d'identité et de recherche aussi de, voilà, qui sommes-nous et pourquoi tout ça doit perdurer. Il termine, Dr Sijilmassi, avec le henna et avec un certain nombre puisque les tatouages sont alors plus ou moins proscrits, sont considérés comme interdits, il termine avec un certain nombre de tatouages éphémères de henné qu'il a répertoriés de la même façon, au même titre que le reste. Donc on a cette présence, et vous le voyez, on a cette œuvre de Amina à gauche, là toute verte, qui va avoir aussi fait ce lien entre la génération, je crois que c'est les mains de sa mère qui étaient tatouées, qui étaient ornées de henné, qui sont photographiées dans le livre de Dr Sijilmassi. Donc Amina Ghaznaei va répertorier un certain nombre de techniques. Là vous avez Curriculum Vitae, qui est ce très beau travail, où elle a demandé à des tisserandes avec lesquelles elle a l'habitude de travailler, de lui faire des bandes de ce qu'elles savent le mieux faire, avec deux couleurs, noir et blanc, qui sont comme leur CV. Et donc, Curriculum Vitae montrait l'extrême virtuosité de ces femmes, un travail collectif, une mémoire, une transmission, et ça a été exposé au musée des colonies, musée de l'immigration, à la Porte Dorée à Paris en 2019. Et Amina a continué à faire ces merveilles de réflexion qui fait qu'on passe je crois que c'est une vidéo, je sais pas si qui font, là vous avez aussi un privilège qui est ce moment où l'exposition est en train de se faire, où tout n'est pas au point, et vous avez toutes les petites mains qui font cette œuvre collective, au même titre qu'une œuvre architecturale, et qui font tout le soin qui fait que, voilà, il y a énormément de gens, et je remercierai sur l'ensemble des partenaires au Maroc et là-bas qui ont permis qu'il y ait toutes ces questions. Mais je m'arrête toujours autour du travail d'Assur Tisk Mondine
ce fameux travail qu'elle a fait au moment où je restaurais ce très beau village et au moment où elle s'est occupée des 60 femmes pour inventer avec elles, avec ce qu'elles savent faire, sans chercher la main la meilleure, etc., ce qu'il fallait faire pour qu'on puisse faire perdurer. Je vous parlerai sans doute d'autres choses plus tard dans le débat à votre question, parce que c'était un rêve, et restaurer et en même temps redonner la force aux femmes tout en les laissant comme là avec ce rideau inventé qui est en pierre et en fil de laine, et inventer aussi des espaces. C'était un peu ce qu'on avait fait. Et je terminerai autour de ce très beau travail, je ne sais pas s'ils sont dans la salle, je crois qu'ils sont là, Rachid Mendili, Hakim, ils sont là-haut. Et de tout ce travail que nous faisons avec eux, autour de cette école qui fait 1000 m² et qui est une ode que je vous invite à venir visiter si vous souhaitez, en prenant attache notamment avec eux, qui est une ode à ce patrimoine que nous aimons tous, pour dire non, il est bien là, il est bien vivant, il est pour nous tous, il a ses fondements très profondément en nous, et nous avons chacun à notre niveau le devoir finalement de faire ce que l'on peut pour faire en sorte qu'il ne disparaisse pas pour de bonnes ou de mauvaises raisons, et qu'il reste un patrimoine collectif, un patrimoine commun à partager. Voilà, je vous remercie. Par exemple, ceux où il y a des corps très belles, ah oui, je me suis dit, quelqu'un prend le livre et puis il dit au gars, va la chercher.